Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui dans notre séminaire M. Gabriele Lolli, qui enseigne la philosophie des mathématiques à l'École normale supérieure de Pise. Alors, philosophie des mathématiques, comme vous le voyez, c'est un domaine extrêmement important et aussi rare dans l'histoire des enseignements universitaires. Et M. Gabriele Lolli se situe au carrefour de l'expérience de la logique et des mathématiques, avec en plus une grande conscience historique de sa discipline, comme vous le verrez quand je vous proposerai une petite liste de ses ouvrages. Quand j'ai décidé de vous proposer ces sujets, je voulais absolument éviter l'impression de faire appel, pour ainsi dire, à des souvenirs romantiques où l'arbre, nous l'évoquons hier dans notre cours, est le réceptacle des sentiments humains. Et nous avons vu déjà dans le déroulé de ces différentes contributions à notre cours qu'en réalité, l'arbre est surtout, et dans sa conception classique, petit à petit, une manière de formaliser des concepts. Nous l'avons vu déjà dans le arbor iuris de la tradition du droit romain. Nous l'avons vu par le biais de l'expérimentation, la représentation anatomique, la semaine dernière, avec l'arbre vasculaire proposé par Pierre Corvol. Et aujourd'hui, nous aurons un regard de grande ouverture et de synthèse en même temps sur cette tradition qui commence avec l'arbre de Porphyre, mais peut-être même avant, et arrive à nos jours, c'est-à-dire comment formaliser nos concepts, comment les représenter, comment les discuter, comment les formaliser. Et M. Gabriele Lolli est certainement le mieux placé pour nous parler de ces sujets, puisqu'il a vraiment parcouru un grand ensemble de domaines et de thèmes liés à l'histoire et à la philosophie des mathématiques. Et je rappellerai déjà son premier volume, La théorie des ensembles, ensemble et modèle booléen, publié en 1974, et puis Catégorie, univers et principes de réflexion, 1977, Leçons de logique mathématique, 1978, et encore les raisons physiques et les démonstrations mathématiques, 85, après l'introduction à la logique formelle, 91, et un livre qui m'est cher parce qu'il va m'inspirer, je reconnais tout de suite mes dettes pour le séminaire de l'année prochaine, un essai sur l'inachevé ou l'inachevable, essai sur Kurt Gödel, 92, et après aussi des livres qui sont pour initier aux mathématiques, comprendre la mathématique, mathématiques et humorisme, ou encore la chrysalide et le papillon, femmes et mathématiques. Donc vous voyez qu'il y a aussi une ouverture sur la réception ou la discussion des mathématiques, mais en même temps, on a aussi de Euclide à Gödel, donc un autre livre de 2004, et surtout Philosophie de la mathématique au XXe siècle, publié en 2002, encore sous le signe de Gödel en 2007, et Introduction à la théorie des ensembles, 2008, et un livre qui nous a liés dans cette espèce de parcours autour de l'œuvre de Italo Calvino, Discours sur les mathématiques, une relecture
des leçons américaines de Italo Calvino 2011 et très récemment, l'année passée, naissance d'une idée mathématique. Donc, comme vous le voyez, il y a en même temps dans ce travail immense, vraiment c'est l'une des personnalités qui a contribué d'une manière essentielle à la conscience historique des mathématiques. Vous avez le domaine spécifique des mathématiques, la logique, la philosophie historique de l'histoire des mathématiques, aussi un petit peu la didactique des mathématiques, enfin, comme on dirait, on aurait dit à la Renaissance, un vir bonus cogitandi peritus, vir bonus cogitandi peritus. Alors, avec cette reconnaissance déjà pour tout ce qu'il a fait, je suis ravi de lui donner la parole. Comme vous le savez, les mathématiciens ont une langue commune qui n'est plus le latin mais l'anglais. Mais pour nous, et je le remercie également, M. Gabriele Lolli proposera ce cours qui est du reste filmé en français. Un grand merci et donc je te donne la parole. Merci bien. Mesdames et messieurs, je me sens très honoré de prendre la parole ici et je remercie l'ami Ossola pour son invitation. Je regrette seulement de ne pas parler couramment votre belle langue et je vous demanderai donc de bien vouloir compatir à mes efforts. J'ai préparé mon exposé en pensant de m'adresser à un public de femmes et d'hommes de lettres, mais en tant que mathématicien, je peux seulement vous entretenir avec des thèmes mathématiques. Je commence cependant avec un préambule dédié aux arbres réels. Que peut-il y avoir de plus éloigné des arbres, qui sont des organismes vivants, que le symbole mathématique? Et pourtant, depuis des temps immémoriaux, déjà à l'époque de l'ancienne Égypte, et puis chez les Romains, Pline l'Ancien, on a pu observer dans les structures du monde végétal, dans les plantes et les fleurs, une régularité géométrique qui est une composante essentielle de leur beauté. Leonardo a rempli 2 cahiers avec ses observations sur la disposition en spirale des feuilles le long des tiges. Il pensait que leur distribution était un avantage pour la pénétration de la lumière et pour la réception optimale de la pluie. Un cadeau de la Providence ou un avantage évolutif, dirions-nous aujourd'hui. Mais quand Alan Turing, dans 1950, a commencé à étudier la morphogénèse, il ne souhaitait pas expliquer avec l'évolution la forme des feuilles ou les taches et les rayures du pelage des animaux. Il voulait l'expliquer, comme pour tout le reste du monde naturel, avec les lois de la physique et de la chimie. Ce sont elles qui contrôlent la réponse de l'organisme à ses instructions génétiques. Il voulait réfuter l'argument de l'horloge ou des dessins intelligents. Il suivait des idées anticipatrices de Darcy Thompson. Et il a réussi à montrer l'importance des modèles mathématiques. Il est de plus en plus fréquent, à l'heure actuelle, d'entendre parler des mathématiques comme du deuxième secret de la vie. Le premier étant, comme l'affirmait Francis Crick, l'ADN. Pendant une longue période, les mathématiques ont eu uniquement un rôle descriptif dans l'observation des plans. Bien qu'on doive admirer l'habileté et la précision des observateurs. Après Leonardo, Kepler a remarqué la présence de nombres de la suite de Fibonacci, dont nous parlerons après.
dans la disposition ordonnée des feuilles. Au XVIIIe siècle, Chasse-Bonnet et Calandrini ont étudié la disposition régulière des bractées ligneuses des cônes en introduisant, entre autres, le terme phyllotaxie, du grec phyllon, feuille, et taxis, disposition. Aux alentours de 1837, le cristallographe Auguste Bravet et son frère Louis découvrirent la régularité plus universelle des plantes. Un angle particulier, 137,5 degrés environ, dont nous parlerons plus tard. Il y avait aussi les contributions des Allemands Schimper et Braun. En 1872, Tait mit en évidence le système fréquent de spirales entrecroisées, comme dans le tournesol. La présence constante des nombres de Fibonacci était désormais établie au temps de Darcy Thompson. Voici donc un rappel de quelques-unes des propriétés des nombres de la suite de Fibonacci. Ils sont les nombres, ils sont les éléments de la suite définis par récurrence par ces équations. Il y a, si on modifie les valeurs initiales, les deux valeurs initiales, on a suites différentes qui aussi sont présentes en nature et qui s'appellent aussi suite de Fibonacci. Le rapport entre l'un des éléments de la suite et le précédent tendent, pour n croissant, à une limite qui est le nombre que vous voyez ici. C'est un nombre irrationnel et c'est nommé le nombre d'or ou le rapport d'or. En effet, ce nombre phi, c'est le réciproque du nombre lambda tel que cette proportion est valable. Donc, c'est une des solutions de l'équation lambda au carré plus lambda moins 1 égale 0. Et c'est la section dorée. La signification de la proportion que je vous ai montrée peut être comprise en considérant la figure suivante du rectangle d'or. On doit partager un segment de façon que le segment a, avec la partie majeure, le même rapport que la partie majeure a avec la partie mineure. Le rapport entre deux termes consécutifs tend, pour n croissant, à la section dorée. Il a donc cette valeur. C'est la mesure d'un angle en radian, mais si nous multiplions par 360 degrés, nous trouvons l'angle 222,5 qui, s'il est plus grand que 180, on prend le complément et on obtient exactement l'angle. C'est l'angle repéré par Bravet, comme nous l'avons dit. On peut expliquer facilement la façon dont les nombres et l'angle de Fibonacci interviennent dans la phyllotaxie. Dans la plupart des plantes fleuries, les feuilles sont disposées autour de la tige de telle sorte qu'il est possible de tracer une spirale fondamentale, principale ou génératrice, qui passe à travers leur centre en suivant l'ordre selon lequel elles sont nées. L'intervalle de temps entre deux émergences consécutives de primordia, c'est-à-dire des organes ou tissus dans leur première phase de croissance, est constant, comme le sont également les distances et les angles entre elles. Le même pour les fleurs. Lorsqu'une graine commence de germer, on voit apparaître les primordia autour d'une zone circulaire dite apex. Chaque primordium s'éloigne
ou plutôt, c'est la graine qui se dilate, qui pousse, et l'apex se soulève, et les primordiats sont ainsi espacés. Les primordiats qui se développent en premier sont ceux qui seront les plus éloignés du centre, et c'est ainsi que se détermine leur ordre d'apparition. Ils sont disposés approximativement autour de la spirale génératrice, mais le regard est attiré plutôt de deux familles d'autres spirales, dites parastiques, passant pour les primordiats. Ce fut Van Itterson, en 1907, qui s'aperçoit que selon marque de points sur une spirale avec un angle de divergence à partir de la même origine, un angle de divergence de 137,5, on obtient deux familles de spirales, les parastiques de contact. Et voilà le dessin. Si les primordiats sont numérotés selon l'ordre de formation, on peut voir facilement que les différences en nombre entre primordiats successifs sur une parastique sont constantes. Dans notre figure, il y a les deux nombres 11 et 7. 11 par cela et 7 par cela, si vous voyez. Ces nombres, appelés ordres de parastiques, sont des éléments de la suite de Fibonacci. Par le rapport entre nombre de Fibonacci et l'angle d'or, les nombres de deux parastiques de contact sont des termes consécutifs dans la suite, lesquels, ça dépend de la densité des primordiats ou des rythmes de génération. Tout ceci est purement descriptif. Venons enfin au théorème. Vogel, en 1979, a démontré que l'angle d'or est le seul angle où l'espacement des feuilles se montre le plus efficace dans le sens qu'il rend la tête dure, dense et compacte, et qu'il produit les deux familles de spirales. Autrement, on en a seulement l'une des deux, avec des espaces vides à la place de l'autre. Mais il reste à savoir quel est le mécanisme qui produit l'espacement optimal. Doisy et Coudet, en 1992, obtinrent l'espacement optimal comme conséquence de la dynamique. Ils supposèrent que le primordiat se distribuait autour d'un apex circulaire à la même distance avant de s'en éloigner, et qu'ils seraient poussés mutuellement comme les charges électriques. C'est ce qui garantit que le mouvement extérieur continue et que chaque nouveau élément semble être placé autant que possible loin du précédent. C'est-à-dire là où se trouvent des espaces vides plus larges. On comprend donc ainsi qu'on a satisfait le critère d'optimalité de Vogel, car ce sont toujours les espaces les plus grands qui se remplissent et ce sont seulement les petits qui sont vides. Et en résolvant les équations correspondant à leur hypothèse, Doisy et Coudet obtinrent les spirales attendues avec l'angle d'or. Ils considérèrent aussi un modèle physique. Un plateau horizontal rempli d'huile de silicium dans un champ magnétique de plus en plus intense à mesure qu'il va à l'extérieur. À intervalles de temps réguliers, on laissait tomber au centre du plateau des gouttes de matériaux magnétiques qui étaient polarisées par le champ magnétique, se repoussaient les unes les autres, et le schéma obtenu avec ce matériau magnétique était le même des spirales de la phyllotaxie. Bon, le travail se poursuit du point de vue mathématique. En 1995, Kunz a amélioré le calcul relatif au modèle de Doisy et Coudet. Mais l'important,
c'est que ces travaux ramènent la numérologie de Fibonacci à des contraintes dynamiques naturelles. On a établi que les régularités mathématiques observables découlent de lois universelles du monde physique. Ce ne sont pas uniquement des accidents génétiques renforcés par l'évolution. Les arbres auxquels s'applique la mathématique de la phyllotaxie ne sont pas des objets dans le sens de notre titre. Ce que l'on entend ici par objet sont des objets mathématiques, c'est-à-dire abstraits. Les arbres mathématiques appartiennent à une famille de structures discrètes parmi lesquelles on trouve les graphes, les réseaux, les ensembles ordonnés. Je ne voudrais pas paraître trop pédant et vous ensevelir sous un tas de définitions. J'essaierai donc plutôt d'être intuitive. Un ensemble est partiellement ordonné s'il y a parmi ces éléments une relation binaire qui subsiste entre certains couples d'éléments, pas entre tous les couples. Si la relation existe entre A et B, on écrit A mineur de B, on lit A précède B, où B est un successeur de A, mais on représentera cette situation avec un trait qui va joindre A et B. La relation est transitive dans le sens c'est-à-dire que si l'on a A précède B et B précède C, alors on a aussi A précède C. Bon, on peut introduire la terminologie en se référant au dessin d'un arbre typique. Les éléments s'appellent des nœuds. Il existe un nœud qui précède tous les autres et qui s'appelle racine, et des nœuds qui n'ont pas de successeurs, peut-être, et qui s'appellent feuilles. Bon, comme toujours dans les mathématiques, ce qu'ils sont en réalité, les nœuds, n'a aucune signification. On peut préciser par ailleurs qu'ils sont pris à partir d'un ensemble donné, par exemple de nombres ou d'autres. On préfère dire que l'on peut associer au nœud des étiquettes, telles que droite et gauche dans le dessin, ou tel que le nombre dans le dessin ci-dessous, où il y a les nombres en notation, tous les nombres en notation binaire, l'arbre infini. On parle alors d'arbres étiquetés. Les étiquettes s'utilisent surtout dans les applications et sont différentes selon les différentes applications. On utilise aussi une terminologie généalogique, dans le sens qu'un nœud est appelé ancêtre ou progéniteur de ses descendants, et en particulier le père des descendants immédiats de son fils. Conformément à cette terminologie, un nœud ne peut pas être le fils de deux pères. On ajoute donc à la définition de l'arbre une condition qui garantisse le fait que lorsqu'on a une ramification à partir d'un nœud, les descendants ne convergeront jamais dans le même nœud. Donc, ceci n'est pas un arbre, parce qu'il y a une convergence de deux branches. Du point de vue technique, il faut que pour chaque B, l'ensemble des A qui précèdent B soit un ensemble totalement ordonné. Cet ensemble de nœuds s'appelle aussi une branche. Vous voyez dans ce dessin les branches qui vont de la racine aux feuilles. 1, 2. Oh, n'est pas réussi. Bon, excusez-moi. Il y a un problème de cohérence entre la terminologie et l'image. La représentation des arbres avec la racine en bas et les feuilles en haut n'a aucune importance. Il n'y a pas de problème à renverser le dessin.
Mais il y a peut-être une discrasie entre la terminologie généalogique et la représentation des arbres comme croissant vers l'eau. On doit dire qu'on remonte aux ancêtres en descendant vers la racine. Nous reviendrons plus tard à ce problème. Il existe une grande variété des arbres. Tout ce que nous avons vu sont finis dans le sens qu'il y a un nombre fini de nœuds. Mais il y a aussi des arbres infinis. Et il y a une grande variété des arbres infinis. Parce qu'en mathématiques, quand on donne une définition, tout ce qui n'est pas interdit est permis, mais il y a besoin de l'imagination pour découvrir tout ce qui est dans la définition. Alors, on a, par exemple, des situations un peu étranges, avec, à la fin d'une branche infinie, on peut continuer. On peut continuer avec un nouveau nœud qui est dans une situation embarrassante. Il a une infinité d'ancêtres, mais il n'a pas aucun père. Le même se vérifie avec cet arbre, avec une branche qui présente une descente infinie. Une descente infinie, et ici c'est la racine qui a une infinité de descendants, mais il n'a pas aucun fils. Ces arbres sont finitaires dans le sens que chaque nœud a tout au plus un nombre fini de descendants immédiats. Il y a aussi des arbres infinitaires. Voilà un arbre qui a une infinité de nœuds de niveau 1. La racine a une infinité de fils. Bon, si on dit que les arbres sont des objets mathématiques, cela signifie qu'on les étudie et qu'on démontre des théorèmes les concernant. Que peut-on démontrer sur les arbres? Je donne simplement l'exemple d'un théorème très important qui s'appelle lemme de Koenig, qui a été démontré en 1927. L'énoncé affirme que si un arbre finitaire est infini, il existe alors une branche infinie. Mais avec une transformation logique très simple, la contraposition, l'énoncé devient équivalent. Ah bon, vous voyez la branche infinie en rouge dans cet exemple. Alors, avec une transformation logique, on peut dire si un arbre finitaire n'a pas de branche infinie, alors il est fini. Mais s'il est fini, cela signifie qu'il existe une limite supérieure finie à la longueur possible des branches. On peut aussi dire, donc, avec une nouvelle transformation logique, que si un arbre finitaire a des branches finies d'une longueur arbitraire, alors il possède également une branche infinie. Dans ces formulations successives, apparaît peu à peu le fait que le lemme est moins banal qu'il ne semble. L'énoncé se métamorphose en d'autres qui peuvent être instructifs. Ce lemme peut s'avérer utile s'il représente la recherche de la solution d'un problème dans un domaine infini. La branche infinie peut être alors le bon objectif. Une fonction, par exemple, une fonction infinie, construite à travers des approximations finies, peu à peu étendues. Les tentatives de prolongement qui finissent dans une feuille sont celles qui représentent un échec.
mais il a toujours la possibilité de continuer la construction dans une autre direction et on a à la fin l'objet infini désiré. Bon, le lemme de Koenig est appelé lemme parce qu'il sert souvent d'étape préliminaire, mais essentielle, dans plusieurs d'autres résultats. Autrement dit, dans différentes applications. Une application que je cite seulement sans l'expliquer est celle où le lemme intervient dans la démonstration de la complétude de la logique élémentaire. Il est même équivalent à cette propriété. C'est peut-être pour cela que Wikipédia le classe comme un théorème de logique. J'ai parlé de domaine infini. Le domaine infini le plus naturel dans l'expérience humaine, peut-être le seul domaine infini de l'expérience humaine, sont les langages. Et l'utilisation des représentations schématiques en linguistique ou en logique, des arbres en particulier, remonte au philosophe grec Porphyre. D'origine phénicienne, élève de Plotin, a été entre autres l'auteur d'un ouvrage d'introduction aux catégories d'Aristote portant le titre d'Isagogée. On propose dans cet ouvrage des hiérarchies des catégories structurées au moyen de 5 concepts: le genre, l'espèce, la différence, le propre, l'accident. De là, on construit les étiquettes, comme dans cet exemple, que nous allons commenter tout de suite. Je vous présente ce dessin, mais Porphyre, à mes connaissances, ne fait pas de dessin, mais il s'explique en s'appuyant sur l'expression verbale, qui n'est pas facile de suivre. Les dessins des arbres sont dus, je crois, aux enlumineurs du Moyen-Âge. Bon, regardons l'arbre en suivant la description que donne Giovanni Vailati, auquel nous reviendrons plus tard. Il dit: les ramifications successives qui se détachent du tronc représentent les notions de plus en plus certaines que l'on obtient en introduisant au fur et à mesure dans la classe plus générale et compréhensible possible, c'est-à-dire celle des choses existantes, un nombre de plus en plus important de spécifications et de qualifications, jusqu'à ce que l'on arrive aux notions correspondantes aux individus ou à certains faits en particulier. Une propriété fondamentale de ces échelles est l'hérédité. Dans l'exemple ci-dessus, le genre de vivant hérite la propriété du genre plus élevé du corps et ajoute par rapport à celui-ci la différence animée. Et on peut continuer avec la différence animale rationnelle, etc., jusqu'enfin en arrivant aux individus. Bon, cette représentation en arborescence a grand succès au cours des siècles suivants, jusqu'à nos jours. Raymond Lull a utilisé cette représentation pour l'arbre de la connaissance. Selon Umberto Eco, elle a été remplacée dans l'époque moderne par l'image du labyrinthe encyclopédique. Mais la structure de Porphyre constitue encore l'élément central de toutes les structures hiérarchiques modernes, utilisées pour représenter des relations entre concepts. Quelqu'un l'a appelé le plus ancien réseau sémantique. En effet, les arbres se sont révélés
être un outil important de représentation dans différents domaines de la linguistique. Un de ceux-ci est celui de l'analyse syntactique, avec les arbres d'analyse syntactique. Bon, on sait que les phrases d'une langue ont une structure linéaire, mais les différentes parties peuvent être autrement reliées à d'autres indépendamment de leur position dans la liste. Par exemple, considérez ces deux phrases. Pierre lit un livre avec attention. Pierre lit un livre des éditions Presse universitaire de France. Dans la première phrase, la détermination avec attention fait référence à lit. Dans la deuxième, des éditions Presse universitaire de France, fait référence à livre. Bon, la représentation avec les arbres de deux phrases qui est les représentations de deux phrases qui sont des arbres étiquetés avec des étiquettes qui sont des abréviations de la linguistique, syntagme verbal, syntagme nominal, etc. Nous n'avons pas besoin d'être trop précis ici, mais vous voyez dans ce dessin la différente position des sous-arbres qui représentent les deux déterminations dans les deux phrases. Hein. Ils sont placés de façon différente. Également en logique, on a la même situation. Les déductions en logique techniquement appelée dérivation. La déduction est définie par une suite de formules, par analogie avec les phrases ou avec les discours qui sont des suites de phrases. Chaque formule est justifiée dans la dérivation parce que c'est une action logique ou de la théorie examinée, ou bien parce qu'elle dépend ou est le résultat des formules précédentes selon une règle d'inférence. Cette définition est celle que l'on préfère pour sa simplicité et aussi sa correspondance avec celle du discours. Mais elle rend extrêmement difficile, pas du tout transparent, la compréhension d'une longue discussion, d'un long discours, et notamment la lecture d'une dérivation formelle. Ce n'est pas au hasard si l'on crée des programmes spéciaux pour faire, si possible, avec une machine, la vérification de l'exactitude de longues dérivations formelles. Les dérivations sont ainsi habituellement accompagnées par des commentaires qui indiquent les dépendances entre les formules et par conséquent leur justification. Je prends par exemple en considération un syllogisme, mais il n'est pas nécessaire que vous regardiez les détails de ce syllogisme. Je l'écris à droite en notation moderne parce que je veux utiliser une dérivation de la conclusion des prémices pour démontrer la validité du syllogisme. Dans la théorie des syllogismes, il y a aussi d'autres techniques différentes de dérivation, mais nous parlons maintenant de dérivation. Alors, dans le tableau suivant, il y a dans la première colonne une dérivation formelle, vous n'avez pas besoin de l'interpréter. Dans la deuxième colonne, je vous dis seulement ce que c'est dans ce tableau. Dans la deuxième colonne, la lecture des formules en langage naturel
quelque S est un M, soit un S qui est un M, etc., etc. Dans la troisième, les commentaires qui indiquent le nombre de règles appliquées et à quelle ligne précédente on les a appliquées. Par exemple, on commence avec une des prémices, hypothèse, et puis il y a une règle qui est appliquée à la première ligne, etc., etc. Regardez maintenant la représentation avec un arbre. C'est une représentation très élégante et très claire. On n'a pas besoin d'indiquer les règles appliquées, car c'est évident que sont celles relatives aux opérateurs logiques dominants dans les prémices, si c'est une conjonction ou si c'est une affirmation existentielle, etc. Les opérateurs logiques dominants des prémices de chaque inférence. Et les prémices même sont évidentes. Elles sont placées au-dessus de la conclusion. Elles sont les enfants de la conclusion. Cette dernière phrase peut sembler en effet étrange, car c'est la conclusion qui devrait être la fille des prémices. Cette remarque nous ramène au problème de la terminologie utilisée pour la description de la direction de la croissance d'un arbre, vers le haut ou vers le bas. Cela ne pose aucun problème de renverser un arbre, nous l'avons vu, mais on ne résoudra pas l'incongruité. Les mots que nous utilisons pour parler des symboles mathématiques ont une grande importance pour fixer la relation entre les idées et les symboles, ou entre les symboles et les idées. J'aimerais citer ici un épisode historique significatif. Le logicien Segner, dans sa dissertation entre la dissertation sur le syllogisme de 1732 et celle de 1740, change la terminologie de Porphyre pour suivre les tendances de son époque. Il utilise le terme inférieur-supérieur au lieu de mineur-majeur. La justification qu'il donne est que ceci, inférieur-supérieur, exprime mieux la perspective intentionnelle plutôt que celle extensionnelle. Qu'est-ce que veut dire ça? Dans la perspective intentionnelle, on parle d'attributs, dans la seconde, extensionnelle, de classes. Dans la terminologie traditionnelle, la relation entre concepts est conçue comme une relation d'inclusion. Mais tandis que si l'on dit qu'une classe est contenue dans une autre, cela signifie que la première est une sous-classe de la seconde. Si l'on dit au contraire qu'un attribut est contenu dans un autre, cela signifie que le premier est impliqué par le second. Et vous voyez que la direction des formules est renversée. Bon, la logique contemporaine s'est libérée des intentions, mais elle ne s'est pas libérée des mots communs qui accompagnent le déroulement des symboles et qui permettent de lui associer des images. Le discours des mathématiciens est riche en métaphores. Et les métaphores sont le dernier sujet de mon exposé. Les métaphores utilisées pour introduire ou parler de la relation de conséquences logiques ont été étudiées par Giovanni Vailati dans un essai publié sur la revue Leonardo en 1903. Les ouvrages qui ont suivi n'ont pas ajouté grand-chose à ces observations. Les différents types d'images utilisés pour exprimer le fait qu'une certaine affirmation est déductible d'une autre
peut être classée, selon Vailati, en gros sous les trois segments suivants. Celle dans laquelle on a recours au concept d'appui ou à celui de soutien, comme c'est le cas, par exemple, lorsqu'on dit que certaines conclusions se basent ou se fondent sur certaines prémices. 2. Celle qui se réfère à la relation de contenir ou d'inclure. 3. Les métaphores de monter et de descendre, comme lorsqu'on parle des conséquences qui descendent, découlent de certains principes. Nous l'avons utilisé auparavant. Ou des principes auxquels on revient. Ou comme lorsqu'on parle le court chemin qui prend le raisonnement à celui d'un fleuve et que l'on parle de propositions qui découlent ou jaillissent ou surgissent ou se dégagent, etc., des prémices dont elles sont tirées. À ce même groupe, ou au précédent, on peut aussi agréger les métaphores d'origine biologique, dans lesquelles on conçoit les conséquences de certaines prémices comme étant produites par celles-là même, ou les prémices comme des racines ou des graines, etc. Et voilà, nous sommes retournés aux arbres. Celles qui nous intéressent sont les métaphores du troisième groupe, en particulier celles biologiques. Dans son analyse, Vailati remarque les analogies étroites entre l'opération de définir et celle de déduire. Les métaphores du troisième groupe ont également en commun avec celles du deuxième le fait qu'elles sont applicables pour représenter, en plus du processus de déduction, celui aussi de définition. Celui-ci, en effet, est un fait souvent caractérisé également comme consistant à nous faire remonter des intuitions particulières aux concepts plus généraux dont elles font partie. Et ici, Vailati signale un inconvénient de ces métaphores, qui fait que quelquefois, au-delà des avantages qu'elle offre, elle suggère également des images erronées. Il dit « Un inconvénient majeur qui surgit du double emploi de métaphores réside dans le fait qu'elle favorise de cette façon l'idée que déduire signifie passer du général au particulier et à faire considérer la majeure généralité des prémices face aux conclusions comme une caractéristique essentielle du raisonnement déductif. Le passage du général au particulier, comme caractéristique des inférences logiques, est lié à la discussion et aux polémiques récurrentes sur la stérilité de la logique, qui ne serait pas en mesure de nous donner de nouvelles connaissances, parce que justement les conclusions d'une déduction sont contenues dans les prémices. La présentation classique de cette problématique est dans la distinction kantienne entre analytique et synthétique. Et en effet, Gottlob Frege, l'un des créateurs de la logique contemporaine, en 1880 quelque chose, comme défense préventive de son programme voulant prouver la nature logique de l'arithmétique et par conséquent le caractère analytique non synthétique de la connaissance mathématique, s'est senti obligé de réfuter la thèse kantienne, la thèse que la logique nous ne donne pas aucune nouvelle connaissance. Il s'oppose à la thèse en observant les définitions vraiment fécondes des mathématiques, par exemple celle de la continuité d'une fonction, ne s'obtient pas en coordonnant entre elles une série de caractéristiques données.
mais elle s'obtient au contraire à travers une liaison plus profonde. Je souhaiterais de l'appeler organique de détermination. Ce que l'on peut tirer d'elle ne donne pas quelque chose de prévisible a priori. Il ne s'agit pas tout simplement, dans ces définitions, de sortir à nouveau des armoires ce que l'on y avait déjà rangé. Les conséquences que l'on tire d'elle augmentent de façon réelle nos connaissances et l'on devrait pour cela, d'après Kant, les considérer comme synthétiques. Frege est conscient qu'il y a des arguments en faveur de la thèse kantienne et il est prêt à les admettre. Il dit par exemple, un pas en avant dans une démonstration mathématique est souvent quelque chose de très compliqué et équivaut à différentes inférences simples, parmi lesquelles il n'est pas exclu qu'il s'infiltre quelque chose qui dépend de l'intuition. Cependant, une telle étape peut, dans certains cas, nous apparaître immédiatement claire, même si nous ne comprenons pas les étapes intermédiaires. Et vu qu'en étant ainsi abrégée, elle ne relève pas des types courants de raisonnement reconnus comme logiques, nous nous retrouvons tout de suite amenés à conclure que son évidence est de caractère intuitif et à penser que le théorème obtenu constitue une vérité synthétique. Pour prévenir toutes les ambiguïtés, Frege a construit un langage formel. Étant donné que traduire les démonstrations en une suite de petites étapes les allonge affreusement, et que par ailleurs, dans la langue commune, il est difficile de rédiger un tableau précis de forme déductive, Frege construit l'écriture par concept, la Begriffsschrift de 1879. Le premier langage entièrement symbolique qui se présente sous une forme compacte, bidimensionnelle, précurseur de tous les calculs logiques contemporains et approximativement de la représentation arborescente aussi en logique. Voici un exemple d'une dérivation dans l'écriture de Frege. Avec cette écriture, il démontre formellement, parmi ses premières applications, les propriétés de suites infinies de nombres. Et il démontre, entre autres, ce qu'à ses yeux est une proposition parfaitement analytique, tout ce qui est probable dans ce système est analytique, mais riche en enseignements qui ne peuvent pas être obtenus avec toute autre forme d'intuition ou de pensée synthétique. Il dit, c'est justement de cette façon que j'ai réussi, sans tirer aucun axiome de l'intuition, à démontrer une proposition qui, au premier abord, pourrait paraître synthétique. Elle peut être ainsi énoncée. Si la relation de chaque terme d'une suite avec le terme suivant est univoque, ça veut dire qu'il n'y a pas de ramification dans le terme de verbe. Et si dans cette série, aussi bien M que N suivent à X, alors ou N précède M, ou il coïncide avec lui, ou il le suit. À partir de cette démonstration que j'ai donnée, on réussit à voir de façon assez correcte le fait que les propositions qui élargissent notre connaissance peuvent résulter comme étant analytiques. Frege peut donc revenir aux réflexions précédentes et conclure, que nous avons citées, et conclure. Je répète,
Il ne s'agit pas tout simplement dans ces définitions de sortir à nouveau des armoires ce qu'il n'en y avait déjà arrangé. En réalité, les conséquences sont réellement contenues dans les définitions, mais comme une plante dans la graine et non pas comme une poutre dans la maison. Je souligne cette phrase. La métaphore des arbres a de toute évidence une forte emprise sur l'âme humaine. Si même un formaliste comme Frege était sensible à son attrait. Mon exposé a été peut-être un peu fragmentaire. J'ai donné quelques exemples. J'espère de vous avoir présenté quelques stimulations intéressantes sur ce sujet. Merci de votre attention. Je désire tout d'abord remercier très vivement M. Gabriele Lolli pour cette magnifique synthèse et pour les niveaux logiques dans lesquels nous a présenté les différentes arborescences dans la logique et dans les mathématiques, et notamment d'abord je dirais la représentation qui est strictement liée du reste à l'étude de la nature. J'ignorais toute cette partie de phyllotaxie. Après, l'instrumentation mathématique et, troisièmement, les métaphores. Chacun de ces domaines mériterait une longue réflexion. Et de ma part, je tiens vraiment à le remercier parce que plusieurs sous-entendus de mon cours trouvent ici une justification plus digne. Mais je voudrais d'abord commencer par un petit développement autour d'un auteur qui est mort jeune et que j'ai retrouvé dans ton exposé, c'est-à-dire Giovanni Vailati. C'est un auteur, vous avez vu que son article sur les tropes de la logique apparu dans la revue Leonardo en 1903. Eh bien, cette revue Leonardo avait été fondée par deux littéraires florentins, Giuseppe Prezzolini et Giovanni Papini, qui ont été les protagonistes du renouvellement littéraire italien et en partie européen au début du XXe siècle. Leur hypothèse était, qui n'a pas été suivie jusqu'au bout. Ils ont, après quelques années, terminé le travail de Leonardo. Ils ont recommencé après avec une autre revue. Mais leurs idées face au développement, je dirais, irrationnel des avant-gardes, pensez aux arts plastiques, à la décomposition, même défiguration du visage humain, leur hypothèse était qu'en réalité, le renouvellement littéraire devait passer par un plus grand investissement dans les aspects logiques du langage. Et cet article a marqué vraiment une nouveauté extraordinaire, à tel point que quelqu'un qui venait d'une formation française, le poète Giuseppe Ungaretti, formé à Alexandrie, et puis qui était venu à Paris, il suivait les cours à la Sorbonne, mais il venait souvent entendre les cours de Bergson au Collège de France. À un moment, quand il a approfondi la connaissance bergsonienne, écrit à Prezzolini en lui demandant l'article célèbre de Vailati, donc les tropes de la logique. Et en effet, ce qui se posait comme une sorte de défi et même de fascination à cette époque-là, c'était est-ce qu'on peut avoir une logique de l'imaginaire qui commençait à surgir
de l'investigation de Freud. Pouvons-nous avoir une espèce de topic de l'Est? Et si vous prenez les grands textes des avant-gardes françaises et italiennes notamment, de ce temps-là, je ne sais pas, les champs magnétiques par exemple, ou encore quelques éléments du tout premier Ungaretti, surtout les poèmes français de derniers jours, on voit l'action, l'espoir en tout cas, d'une topique plus logique. Les métaphores ne doivent pas être surchargées par accumulation, mais par, comme tu l'as dit très bien, par des éléments intentionnels plus forts, plus tendus, plus essentiels. Il avait repris Ungaretti, je dis Ungaretti, avait repris la formule de Mallarmé dans le jeu de mots mallarméen, cette espèce de grand défi, et il avait opposé cela au verbe futuriste qui disait dans le manifeste de futuriste, il faut jeter une poignée de mots sur la page pour dire non, ça mène à nulle part. Tout au contraire, il faut choisir des lignes de tension et donc établir une logique de la parole. C'est pourquoi il efface. Et en effet, son premier livre, qui est vraiment une très grande exception dans la culture européenne de cette période-là, est un livre de poèmes extrêmement court, quelques syllabes placées dans le silence du vide. C'est le Poransevdi. Et en passant à une époque plus proche de nous, 2 générations après, Paul Celan dira, en traduisant La Terre promise, combien il doit à cette leçon d'Ungaretti. Donc, le commencement était Vailati. Alors, vous voyez que la logique est essentielle pour comprendre des moments importants du XXe siècle. Vailati avait étudié avec Peano, la logique de Peano, mais il était le seul de ses élèves qui était aussi un philosophe. Il était très profond. Ses observations sur la logique et sur l'histoire de la science sont très profondes. C'est un hommage qu'il est mort si jeune, en 1912, je crois. Oui. Donc, vous voyez, je suis vraiment reconnaissant à Gabriele Lolli. Déjà, pour cette contribution, je ne m'attendais pas à retrouver Giovanni Vailati, mais évidemment, cette présence montre comment, au début du XXe siècle, les avant-gardes se lisaient mieux qu'aujourd'hui. Le langage trop spécialisé coupe, disons, l'expérience courante des hommes et il est de plus en plus difficile de mettre en rapport les disciplines. Mais maintenant, et avant de donner la parole à l'assistance, je voulais donc poser une petite question à Gabriele Lolli sur la première partie qui m'a énormément fasciné. C'est-à-dire le fait que, à un moment, avec beaucoup, me semble-t-il, de prudence et de finesse, dans l'étude tout à fait précise des noms que j'aurais dû en effet connaître, mais je ne les connaissais pas, par exemple Vogel 1979 et d'autres que tu as cités, surtout ce Darcy Thompson en Growth and Form 1917 sur donc la croissance et la forme.
tu as montré qu'en réalité, la structure de la croissance des arbres obéit très souvent à des éléments qui peuvent être reconduits par un calcul mathématique aux séries de Fibonacci, notamment la croissance en spirale. Et à la fin, tu as remarqué doucement que cette structure est une structure profondément ancrée dans, comment dirais-je, on pourrait dire, la forme même de la vie de l'univers, et qu'il ne s'agit pas seulement d'une suite dans l'évolution. Alors, c'est en effet un grand thème artistique du XXe siècle. On pourrait mettre à côté, moi je le ferai volontiers, je vais lire d'abord ce livre que j'ignorais malheureusement, de Thomson, un autre livre qui est absolument parallèle et juste de quelques années plus tard, de Faucillon, La vie des formes. La vie des formes. On sort de la... Alors, je voudrais même donner une thèse pour savoir si Thomson a circulé, si Faucillon l'a lu, parce que avec le terme « la vie des formes », qui reste un très grand classique, on sort de l'idée que la forme est simplement un élément statique, un élément géométrique figé, mais que la forme a sa vie, a son épanouissement, a son développement, a son mouvement, etc. C'est un livre absolument fondamental. Et là, je commence à voir qu'il y a alors évidemment toute une réflexion qui nous mène, je dirais, et c'est là ma question, est-ce que dans tes études de mathématiques, surtout dans ce premier domaine, as-tu l'impression que cette idée qui parcourt de temps en temps l'esprit humain, Galilée disait « toute la nature est faite en parfaite disposition de triangles, de rectangles, de cercles, tout absolument bien réglé, pas besoin d'aller chercher ailleurs ». Et ici même, donc, on a la vie des formes, on a le développement et la forme. Est-ce que, alors, dans tes réflexions mathématiques, on peut vraiment dire que réellement, au-delà de la turbulence de la surface, dans n'importe quel système, il y a vraiment cette structuration profonde d'une forme, et donc, évidemment, après, d'un dispositif mathématique capable de mettre ensemble, de calculer, comme tu l'as montré, pour la distance et les spirales de la disposition des feuilles. Le tournesol. Alors, le tournesol, maintenant, deviendra mon emblème. Quand nous allons recueillir les actes de ce séminaire, donc on le fera, on est à peu près à la fin, et je me dis qu'il y a eu une cohérence, si je ne me trompe pas, une cohérence grande, et que donc on publiera les actes. Je mettrai la forme du tournesol comme la plus pure et la plus représentative de cette perfection, mais je te laisse d'abord la parole pour avoir Je ne sais pas si je suis en gré de te répondre. Il y a des principes de minimalité ou d'optimalité qui remontent au XVIIIe siècle, le principe de la minimum action, l'action minimale, et qui était considéré métaphysique. Mais en effet, on trouvait une formulation mathématique et il semble qu'il y a tellement de phénomènes naturels qui obéissent à ce principe minimalité de l'énergie,
Et c'est la conséquence de ce principe qui porte à cette forme. Je ne connais pas le livre de Darcy Thompson. Je le citais parce que Turing a trouvé l'inspiration dans ce livre. Pour le développement moderne, ce sont les travaux mathématiques de Turing qui sont plus importants. Mais il s'est inspiré à Darcy Thompson. Et bon, on ne cherche pas une explication en termes de fin, mais c'est un fait que les solutions des équations qu'on peut écrire souvent donnent cette condition d'optimalité. Et l'optimalité semble être liée à la beauté. Je ne sais pas. Mais, oui, moi je suis fasciné par cette perspective, en plus avec ce soubassement mathématique, c'est-à-dire que l'optimalité, comme tu l'as très bien dit, l'optimalité a finalement un critère de vérification dans la beauté de cette disposition. Ce qui me console beaucoup du fait que, et là je deviens sérieux, du fait que, en réalité, on pourrait opposer pour le XXe siècle deux concepts qui ont travaillé en profondeur, en tout cas dans les sciences, dans la représentation des sciences sociales. C'est-à-dire, on pourrait imaginer d'opposer l'utilité à l'optimalité. Et je le dis sérieusement parce que nous sommes de plus en plus pliés par un lexique qui n'est plus le lexique classique. Quand Gabriel Elordi parle d'optimalité, il y a en même temps optimum et le superlatif de bonus bonum. L'optimum et l'optimalité est donc en même temps quelque chose qui est beau et vrai et bon, comme les Grecs le voulaient. Tandis que utilité, c'est la détermination préalable d'un choix de comportement en vue de leur utilité et rentabilité, et plus d'optimalité. Et moi, je crois que dans tout domaine, donc, ta contribution a aussi une valeur éthique fondamentale, c'est-à-dire que l'optimalité est un concept que nous devons sauvegarder, non seulement dans, je dirais, l'élégance de la démonstration mathématique, mais aussi comme critère général de nos choix éthiques, c'est-à-dire de comportement, de vie en société, etc. Au commencement, peut-être, le terme utilité n'était pas strictement lié à la rentabilité. Mais aujourd'hui, on est plié à cette espèce de convergence. Et donc, à chaque instant où les sciences le permettent, où le discours historique le permet, où la démonstration philosophique ou mathématique le suggère, eh bien, il faut sauvegarder ce critère d'optimalité. Moi, je trouve que ta démonstration était particulièrement importante parce que tu as fait ressurgir des domaines qui sont un peu mis en parenthèse, mais qui ont été quand même des domaines extrêmement importants quand on évoque le nom de Turing. Alors, c'est vraiment l'un des grands génies du XXe siècle. Alors, ce qui m'a frappé, et là, c'est donc dans l'autre partie de ton exposé, eh bien, il a fait un travail à partir duquel il aurait voulu, si j'ai bien compris, voir comment cette structure géométrique pouvait être formalisée, c'est ça? Donc, voilà, je suis vraiment très reconnaissant et vraiment je vais noter pour la suite du cours, puisque nous approchons
maintenant la période moderne, 19e, 20e siècle, avec l'œuvre à partir de Goethe, ce critère d'optimalité, mais je laisse la parole à ceux qui souhaitent intervenir.